En août 1914, deux soldats français, Alfred et Camille, participent comme beaucoup de leurs compatriotes à la bataille des frontières à Longwy en Meurthe-et-Moselle. La ville est entièrement détruite, pilonnée par l'artillerie allemande. Le régiment des deux hommes, le 164e régiment d'infanterie, se replie sur Verdun, mais Alfred et Camille sont restés sur place. Après 17 jours de marche épuisante à travers la campagne, ils se disent qu'ils vont se reposer un peu dans la maison des parents d'Alfred. Ces derniers leur ouvrent les portes, mais quand les soldats allemands envahissent le village alors que leur halte traîne un peu, les deux hommes se retrouvent pris au piège et doivent se replier au grenier. Nous sommes le 13 septembre 1914, et à ce moment-là, nos deux poilus ignorent qu'ils vont rester dans ce grenier jusqu'au 18 novembre 1918. Des mois repliés sur quelques mètres carrés, dans l'isolement, l'angoisse, la chaleur, le froid parfois. Des années sans pouvoir bouger aussi, car à l'étage du dessous, les soldats allemands occupent les chambres. Avec les odeurs de saucisses et de choucroute que ça implique, eh oui. Pour survivre, ils compteront sur la discrétion de la famille d'Alfred, la famille Richy, et sur les vivres qu'elle leur apporte. Pour tuer le temps, Alfred note dans son carnet son quotidien, un quotidien qui restera le même pendant 1534 jours. Grâce à ces notes et aux témoignages des habitants du village de Basilieux, le journaliste belge Dominique Zachary a pu retranscrire leur histoire dans un livre paru récemment aux éditions Jacob Duvernay. Une histoire qui était tombée dans l'oubli et qui ressuscite 100 ans après les faits. L'occasion surtout de rétablir l'honneur de ces deux hommes, car il ne faut pas oublier qu'à leur retour à la caserne, ces derniers ont été pris pour des déserteurs. Faut dire qu'à leur sortie en 1918, ils devaient sans doute être les deux seuls soldats français à porter encore un pantalon rouge Garance, alors fallait vite oublier l'idée de se fondre dans la masse ni vue ni connue. Pendant la Grande Guerre, vous le savez, de nombreux soldats venaient des colonies, 300 000 venus du Maghreb, ce qui signifie donc que de nombreux soldats étaient musulmans. Et aujourd'hui, comme il y a 100 ans, avait lieu le mois de Ramadan. La question qui se pose, c'est comment l'armée française faisait-elle pour gérer ces milliers de soldats dont le quotidien était totalement différent de celui de leurs camarades métropolitains. À partir du 26 juin 1915, une dépêche officielle du ministère de la Guerre déclare, je cite, « À partir du 12 juillet au soir, les militaires musulmans qui auront déclaré vouloir jeûner pourront prendre leur repas aux heures suivantes. Café du matin reporté au coucher du soleil, déjeuner 30 minutes environ après le café, dîner vers 23 heures. En pays musulman, la rupture du jeûne est annoncée chaque soir par un appel à la prière. Cette pratique n'étant pas réalisable en France, les musulmans seront laissés dans chaque groupement libres de fixer le moment où ils croiront devoir prendre leur premier repas. » Mais dès 1914, le ministère avait déjà ordonné aux officiers français de laisser un peu souffler les musulmans pendant les périodes de fête afin que chacun puisse prier plus ou moins tranquillement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cette disposition spéciale, les soldats issus des colonies étaient déjà ménagés pendant l'hiver, ils étaient envoyés en camp d'hiver, et là je vous renvoie à mon épisode sur les tirailleurs sénégalais. Bon, bien sûr, il ne s'agit pas que de la pure gentillesse, vous en doutez bien. Pour l'état-major, il est surtout question de faire en sorte que ces soldats qui se battent déjà loin de chez eux évitent accessoirement de se mutiner. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'Empire ottoman, lui, est engagé aux côtés de l'Allemagne et qu'il a appelé tous les musulmans au djihad, donc vous vous doutez bien que dans l'armée française, on craint beaucoup de voir éclater des troubles dans les colonies. Bon, autant vous dire que toutes ces dispositions ne plaisent pas à tout le monde. Le journal catholique L'Éclair publie le 25 juillet 1915 un article intitulé « Heureux les fils de Mahomet » où il écrit, je cite, « Mais quelle chance d'être musulman! N'interdit-on pas à nos soldats catholiques de porter l'emblème du Sacré-Cœur? Ah, si c'était une image d'Allah !» Des tensions qui illustrent bien le fait que la République, comme toujours, s'est retrouvée coincée entre ses principes de laïcité et ses intérêts propres. Pour notre troisième anecdote, j'aimerais vous parler d'un événement survenu à Paris en 1915. Le 20 octobre de cette année, une explosion gigantesque ravageait la rue de Tolbiac, tuant une cinquantaine de personnes. Et pour cause, il s'agissait d'une usine de grenades. Effort de guerre oblige, celle-ci était en surproduction, mais comme toutes les usines d'ailleurs.
Vous vous doutez bien qu'alors que tout le pays était mobilisé contre les Allemands, les normes de sécurité dans les usines n'en étaient pas à leur meilleure période. Pour vous dire, dans cette usine, alors qu'on était censé tourner à 5000 grenades par jour, on tournait plutôt dans les 15 000. Ouais. Faut dire qu'à cette période, les combats faisaient rage à seulement quelques dizaines de kilomètres de Paris. Pas un pilier n'est resté debout après cette terrible explosion qui aura fait au total 48 victimes et plus d'une centaine de blessés. Il y avait des débris partout, des cadavres dans tous les coins, les secours affluaient dans tous les sens, enfin bref, c'était l'enfer. Alors d'après les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a été déclenchée par la chute d'un paquet de grenades P1, c'était des grenades percutantes qui étaient tombées d'un camion. Ça a entraîné une première explosion, puis un quart d'heure après, une explosion colossale qui a fait exploser toute l'usine, un peu comme ce qui s'est passé à Tagine récemment en Chine. Malgré ces terribles événements qui ont déclenché une vague d'émotions dans tout le pays, aujourd'hui rien ne figure rue de Tolbiac, même pas une plaque pour rappeler le drame qui s'est produit il y a 100 ans. En cette année 2015, on ne commémore pas seulement le centenaire de la Grande Guerre, le 21 octobre dernier, on fêtait également l'arrivée de Doc et Marty depuis le passé. À cette occasion, je ne pouvais pas passer à côté d'un petit sujet thématique, alors pour faire un petit clin d'œil à Retour vers le futur, tout en restant dans le ton des années 1900, laissez-moi vous montrer quelques toiles du début du siècle dernier qui nous montraient comment on imaginait l'an 2000 à cette période. Il s'agit d'une série de peintures qu'il était ensuite prévu de montrer à l'exposition universelle. Elles ont ensuite été transformées en cartes postales mais n'ont jamais été vendues faute de moyens. On peut y voir notamment le développement du réseau électrique pour les travaux agricoles avec un opérateur qui pilote tout. Les voitures volantes bien évidemment qui ressemblent ici à de petits avions avec même un policier et sa matraque d'une taille impressionnante. Le facteur qui vous livre le courrier directement sur votre balcon et ce sans abonnement Amazon Premium. Les pompiers qui se ruent sur les incendies comme un essaim d'abeilles. La machine à maquiller et à coiffer la jante féminine. Le robot ménager, qui rappelle d'ailleurs un peu Monsieur Andy dans Fallout. Un orchestre qui joue tout seul, pourquoi pas. Un barbier mécanique pour ces messieurs. Un restaurant mobile pour prendre son café en terrasse tout en parcourant la France. On remarquera la petite cheminée qui va bien et surtout la taille de la route qui en plus n'est empruntée par personne. Et enfin mon préféré, le sous-marin tracté par une baleine, car oui, en l'an 2000, on a des moteurs, de l'électricité, mais pour aller sous l'eau, on préfère s'emmerder à dresser des baleines. On remarquera le courageux scaphandrier qui tient la baleine en laisse, sans pression, et son collègue à l'arrière qui s'occupe du gouvernail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.